Mes chers collègues, j'ai reçu de Monsieur Christian Jacob et des membres du groupe de l'Union pour un mouvement. Un petit peu de calme, mes chers collègues, s'il vous plaît. On se calme. Un peu. Monsieur Hetzel, vous avez dit ce que vous aviez à dire. Merci. J'ai reçu de Monsieur Christian Jacob et des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 5 de notre règlement. La parole est à Monsieur Jean Leonetti et à lui seul pour une durée ne pouvant excéder 30 minutes. Ni de moins. Madame la ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues, c'est vrai que nous avions espéré qu'après le ridicule de la séance précédente, qui consistait pour la présidente de la Commission de nous relire 3 fois la lettre du président du Comité consultatif national d'éthique, et 2 fois, Madame la Ministre, de réentendre votre discours sans en modifier la moindre virgule, nous avions espéré que vous viendriez nous proposer un apaisement et un débat citoyen, un avis du Conseil consultatif d'éthique, enfin une situation qui permettrait d'apaiser ce débat complexe. Non. Vous revenez avec une forme de mépris et d'arrogance qui fait que la nuit, en été, vous avez décidé que vous modifierez la loi de bioéthique. Eh bien, posons-nous un instant la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'éthique. Si la religion révèle des vérités aux croyants et si la morale édicte des règles, l'éthique, elle s'interroge. Et peut-être serait-il bon que ce doute utile et fertile, celui dont parle Axel Kahn, imprègne les esprits un instant de chacun d'entre nous pour avoir la conviction qu'il n'a pas forcément raison. Et si nous avons aujourd'hui une conviction, c'est que peut-être nous n'avons pas raison sur tout, mais certainement vous avez tort de penser que vous avez raison sur tout. Certainement, vous avez tort de penser que vous avez moralement raison uniquement parce que vous êtes politiquement majoritaire. C'est une erreur politique parce que ça pose le débat éthique dans les fluctuations des majorités successives qui peuvent changer chaque fois que la majorité change, et ça n'est pas l'esprit du débat éthique. Et puis, c'est une faute morale de passer en force sur un sujet tel que l'éthique et tel que la recherche sur l'embryon, parce que cette erreur montre à quel point vous méprisez en fait le débat, certain que vous avez raison sur ce sujet comme sur d'autres. La question qui se pose est aussi de se dire est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est essentiel? C'est essentiel et ça n'est pas urgent. C'est essentiel comme tout ce qui touche à l'humain, comme tout ce qui touche à l'intime, comme tout ce qui touche à la conviction de chacun. Mais ça n'est pas urgent. Et lorsque l'on débat avec nos concitoyens, en leur expliquant que nous sommes en train de discuter d'une interdiction avec dérogation ou bien d'une autorisation encadrée, ils ont bien l'impression que dans un pays dans lequel le chômage explose, la croissance est en berne, nous sommes plutôt dans une situation où, finalement, nous discutons du sexe des anges devant Byzance assiégée. Mais puisque vous voulez débattre, débattons au moins un instant et au moins ici. D'abord sur la forme. Rappelons quelle procédure nous avions employée. Une procédure simple. C'était il y a 2 ans. Une commission spéciale avec la présidence donnée à l'opposition. Ça vous choque? Un débat sur Internet. Des états généraux avec des débats en région. Des jurés citoyens tirés au sort et constitués en panel pour rendre des avis. Et puis 18 mois d'auditions et de débats,
avec un choix de chaque personne auditionnée par la majorité et par l'opposition, et avec au moins un point d'accord, au moins un amendement présenté et voté à l'unanimité. Toute modification des lois bioéthiques nécessitera désormais une organisation des États généraux avec un débat citoyen confié au Comité national d'éthique. Vous l'avez voté il y a 2 ans et aujourd'hui vous venez le renier en considérant que ce qui était indispensable lorsque vous étiez dans l'opposition est devenu totalement inutile parce que vous êtes dans la majorité. Vous avez fait des auditions discrètes, une opposition méprisée, en tout cas non associée à l'ensemble des auditions, un débat public inexistant, et c'est ici, une nuit, en été, en session extraordinaire, que par une petite PPL, vous modifiez la loi de bioéthique. Je vous rappelle cette phrase de votre collègue Jean-Marie Le Guen, parce que j'entends toujours que vous dites c'est une promesse du candidat. Je n'aurai pas l'impertinence de vous rappeler le nombre de promesses du candidat qui ont déjà été enterrées, mais je vous dirai simplement que Jean-Marie Le Guen disait que l'exercice d'un mandat politique ne se résume pas à la lecture religieuse et littérale d'un programme. Il est inutile, d'ailleurs, de reprendre le débat, puisque je l'ai déjà entendu, et vous le répétez, le CCNE s'est déjà prononcé et le débat citoyen a déjà eu lieu. Eh bien, rappelons ce qu'il disait, le débat citoyen. Le débat citoyen, il disait qu'il fallait distinguer ce qui était interdit et ce qui était autorisé. Et il refusait effectivement une autorisation encadrée. Eh bien, relisez, c'est à la page 16, à la page 36, ça s'est fait à Marseille, et personne ne peut ignorer ce fait. Donc le débat public, pour vous, il y a lieu il y a 2 ans, et il n'a plus d'intérêt. Le Comité national d'éthique, le rapporteur était M. Amisen. Ça tombe bien, puisqu'il est choisi dans vos rangs et qu'en même temps il préside le comité d'éthique à la demande du président de la République et avec l'accord de l'opposition, preuve que nous ne sommes pas sectaires. Et que disait M. Amisen? Eh bien, M. Amisen concluait qu'il y avait déjà une transgression dans le fait de détruire les embryons surnuméraires. Ça montre que le rapport, dont on pouvait conclure d'ailleurs qu'il avait choisi de ne pas choisir, était un rapport qui était flou et qui n'avait pas d'orientation spéciale. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous devrions demander au comité d'éthique de nous donner un avis sur ce sujet, un avis éclairé, mais un avis. Enfin, votre texte est troublant. J'entends l'hypocrisie qui consiste à dire « j'interdis et puis j'autorise ». Oui, eh bien oui. L'article 16 du Code civil, ce n'est pas le pape qui l'a écrit. L'article 7 du Code civil, c'est dans notre droit positif. Il dit que l'on respecte la personne humaine dès sa conception. Alors peut-être faut-il aussi changer l'article 16 puisqu'il vous gêne. Peut-être faut-il changer le comité d'éthique. Et même quand vous changez le comité d'éthique, il continue à vous donner des rapports qui ne vont pas dans le même sens. À ce moment-là, vous considérez effectivement que c'est nul et non avenu. Je vous rappelle aussi, tiens, que vous n'assumez même pas la transgression, puisque votre texte dit « la recherche sur l'embryon est autorisée dans les conditions suivantes ». Ça, c'est un texte qui aurait dit effectivement que c'était autorisé. Non, vous ne dites pas ça. Vous dites, en réalité, aucune recherche ne peut être effectuée sans autorisation. Eh oui, ça veut dire que la recherche n'est pas autorisée, sauf une autorisation dans des conditions particulières. C'est le français, ça. Et ça n'est pas non plus édicté par un lobby quelconque. Donc, vous vous trouvez dans la situation dans laquelle vous avez refusé la diversité, vous avez refusé la complexité, et vous arrivez aujourd'hui avec une décision qui, en fait, a un argument fort. Nous avons enfin possibilité de sortir de l'ambiguïté. Eh bien, réfléchissons à la façon dont on peut sortir de l'ambiguïté sur le sujet. D'abord, il y a une possibilité, et nous la voyons explorer, c'est de distinguer l'embryon dans sa totalité de la cellule souche, et de dire le tout n'est pas la partie. Et oui, sauf que, malheureusement,
au début, au commencement, l'embryon est, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère M. Touraine, est un amas de cellules, mais cet amas de cellules, il est porteur, comme le dit le comité consultatif d'éthique par son rapporteur M. Amissen, il est porteur d'avenir. Il est une personne humaine en avenir. Et donc cette situation-là crée effectivement une situation très particulière qui fait que, oui, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais distinguer l'embryon de la cellule est une chose très difficile à faire, puisqu'au départ, il est une cellule. Enfin, on pourrait se dire qu'on aurait pu choisir de donner un statut à l'embryon, un statut entre la chosification de l'amalgame de cellules et puis la personne humaine. Personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait parce que c'est impossible à faire. Parce que le devenir d'être humain, ça n'est pas quelque chose qui se définit comme un droit positif, c'est quelque chose qui se considère en avenir. Et donc, effectivement, nous sommes obligés de débattre dans un sujet qui n'est ni une personne humaine, ni un amas de cellules. Et donc, si nous nous trouvons dans cette situation, il faut que nous acceptions, conforme à notre droit positif qui dit que la protection de la vie humaine dès sa conception est dans notre Code civil, conforme à l'éthique qui rappelle que même sans statut juridiquement défini, il s'agit d'un être en devenir qui mérite une protection juridique et que, enfin, ce que vous proposez n'apporte rien à la recherche scientifique française. Pour regarder et écouter les gens qui sont venus dans ce sujet, je citerai 2 personnes qui sont favorables à l'autorisation. La première des choses, c'est de dire est-ce qu'on aurait pu faire des recherches, est-ce que des recherches ont été interdites en France à cause du dispositif qui, à ce moment-là, était même un processus d'autorisation temporaire avec un moratoire. 64 projets de recherche, et le seul projet de recherche qui a été écarté, c'est un projet qui demandait à ce que des cellules embryonnaires puissent être utilisées à des fins de tests de cosmétiques. Je suppose que personne ici n'envisage de faire en sorte que ce soit possible. Donc ça veut dire que les projets n'ont pas été rejetés et que cette orientation antérieure, qui était l'interdiction avec dérogation, a bien fonctionné. Tiens, au passage, est-ce que la loi sur l'avortement est compatible avec le Code civil? Eh oui. Vous l'avez oublié peut-être, mais la loi sur l'avortement est une dérogation à une interdiction. Et pourtant, vous le trouvez que c'est une autorisation, parce que vous avez décidé qu'effectivement, cette loi ne devait pas être changée. Personne, en tout cas pas moi, ne le souhaite. Mais en réalité, on protège l'être humain dès sa conception, même si on intervient et qu'on fait un avortement. Ça, c'est quelque chose que vous devez vous mettre dans l'esprit pour montrer que l'idée de l'interdiction avec dérogation est un principe qui est un principe dans notre droit français et qui permet au contraire une certaine stabilité de ce droit français. Je ne rentrerai pas dans le débat de savoir s'il faut ou pas donner la priorité aux cellules souches embryonnaires ou aux cellules souches adultes. Mais quand même, le fait qu'un prix Nobel en 2012 soit donné à un Japonais, Yamanaka, pour avoir trouvé quelque chose d'assez génial qui était de prendre une cellule adulte, une cellule de peau, et de la faire régresser jusqu'à une cellule originelle multipotente, eh bien, c'est une voie de recherche et certainement aussi une voie de recherche d'avenir. Je ne veux pas dire par là que cela veut dire qu'il faut interdire toute recherche sur l'embryon ou sur les cellules souches embryonnaires. Je veux dire simplement par là qu'il est quand même très dangereux, comme je l'entends parfois, de laisser des espérances à des malades, à des gens qui ont une cécité par une MLA ou par des gens qui ont des problèmes médulaires et qui ne peuvent pas marcher, de leur dire si on autorise, eh bien demain vous pourrez marcher et demain vous pourrez voir. Rappelez-vous aussi ce que disait le directeur de l'INSERM sur ce sujet.
si vous avez trouvé mes propos optimistes, c'est que je me suis mal exprimé. Ça veut bien dire qu'il faut arrêter de faire croire que le simple cliquet qui ferait de changer d'une interdiction avec dérogation à une autorisation encadrée permettrait, dans les mois, les semaines, ou peut-être même quelques années, des modifications fondamentales. C'est autorisé aux États-Unis depuis longtemps. Et aujourd'hui, on a bien vu qu'un certain nombre de recherches, en particulier sur les sections médulaires, ont débuté puis ont été arrêtées à cause d'inconvénients et reprennent maintenant avec un autre protocole. Donc, sur ce sujet-là aussi, je pense que sur le plan purement scientifique, il n'y a pas d'inconvénient majeur à se retrouver dans une situation qui fasse qu'on soit sur l'interdiction avec dérogation. Enfin, est-ce que vous pensez que ce serait bien que je vous dise à cette tribune que dès que nous retrouverons la majorité, et ça viendra, parce que la démocratie est faite d'alternance, et ça viendra peut-être plus tôt que ce que la majorité le pense, est-ce que nous devrons balayer toutes les lois que vous avez faites sur le plan éthique pour faire en sorte qu'à ce moment-là, nous revenions à une autre situation? Est-ce que vous ne pensez pas que sur le plan éthique, nous devons essayer de trouver des consensus et que ces consensus stabilisent la recherche? Vous voulez la stabilité pour la recherche? Est-ce intelligent de pousser le curseur à un point tel que nous serons obligés de le remettre à un autre point dans un contexte qui sera un contexte de revanche? Est-ce que vous pensez que le débat éthique mérite que l'on s'affronte? Et est-ce que vous pensez que le débat éthique mérite qu'on zigzague entre une position et une autre position? Alors on peut toujours s'interroger, mais quelle est la motivation pour présenter ce texte pratiquement en urgence et pratiquement de manière cachée? Eh bien, probablement le fait que François Hollande a dit un jour que, s'il était élu, il ferait cette modification. Mais peut-être qu'on aurait pu passer par la case simple du comité d'éthique. Après tout, pour nous avoir lu pendant 3 fois la lettre du comité d'éthique sur un autre sujet et qui rappelle que le comité d'éthique veut être saisi sur tous les sujets de bioéthique, peut-être que ça aurait pu nous inspirer et dire écoutez, on va faire le débat citoyen, on va demander à l'avis au comité consultatif d'éthique et puis nous nous plierons à ce genre de décision. Mais vous avez peur à la fois du peuple et du comité d'éthique, même en ayant mis à sa présidence quelqu'un qui est issu de vos rangs. C'est dire que vous n'avez pas tellement confiance dans la présentation de loi que vous nous faites aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est de se dire, au fond, balayons l'embryon, qu'est-ce que c'est d'autre que l'amas de cellules? Ah, c'est dommage, mais nous avons signé la convention d'Oviedo. De ceux qui, comme moi, aiment l'Europe, que ceux qui, comme moi, pensent que l'Europe c'est un peu plus qu'un espace économique et qu'elle doit porter un certain nombre de valeurs, eh bien, il y a une convention. Cette convention, elle s'appelle la Convention d'Oviedo, et cette convention donne la primauté à l'être humain par rapport à la science et rappelle la protection adéquate que l'on doit donner à l'embryon. Peut-être que si nous respections aussi les actes internationaux que nous signons dans un contexte de stabilité européenne, peut-être serait-il utile aussi que nous le fassions dans la continuité. Après, il y a l'autre problème, c'est que bien sûr, je l'entends, vous dites tout ça n'est qu'idéologie. Et donc, puisqu'il est à la tribune, il est forcément celui qui parle au nom de la religion ou de la morale établie, ce qui n'est pas loin d'être la même chose. En réalité, je crois que vous vous trompez sur le débat éthique. Le débat éthique, ça n'est pas la morale contre la science. Il y a eu beaucoup de cas où la science a montré qu'elle était immorale. Ça n'est pas non plus le combat du bien contre le mal, ni du permis ou de l'interdit. Le combat éthique, c'est un combat du bien contre le bien. C'est la conciliation de deux biens qui peuvent s'affronter dans un conflit de valeurs. Et oui, nous avons deux biens à défendre. Celui de la recherche scientifique qui ne doit pas être entravé, mais celui aussi du respect de la personne humaine, parce que
si nous ne respectons pas cet équilibre entre les deux, alors nous n'aboutirons pas à un texte équilibré. Et si le texte n'est pas équilibré, eh bien, il oscillera au fur et à mesure que les majorités remplaceront les autres. Il y a une autre inquiétude qui est au fond de moi. Bien sûr, j'ai écouté ce que disait M. Ménacher. Philippe Ménacher disait que ce qui était important pour lui, ça n'était pas qu'il avait été empêché par le dispositif qui avait été mis en place, mais disait-il, je suis convaincu que l'industrie pharmaceutique est à l'affût d'investissements sur ce sujet et que cela permettra, après avoir prouvé par la recherche que ces cellules pouvaient être multipliées à l'infini, que ces cellules pouvaient être un outil utile pour la recherche, mais aussi pour l'exploitation et le test des médicaments, eh bien, cela permettrait des investissements financiers importants. Et il citait, reportez-vous à son audition, il disait, grâce à cela, Pfizer est à Cambridge, grâce à ça, Sanofi est à San Diego, Roche est à Bâle, Glaxo à Shanghai. Oui, si vous voulez qu'on débatte sur le plan économique, c'est un argument. Mais nous sommes dans un débat bioéthique, du besoin de la médecine et de la recherche scientifique pure et du besoin de la protection de la personne humaine. Alors, mettez-le dans un débat économique, puisque c'est le seul argument que les chercheurs apportent en disant « je n'ai pas été gêné par le système actuel, mais si nous faisons une autorisation, c'est un signal aux investisseurs du monde entier sur le plan industriel pour pouvoir fonctionner dans notre pays. » L'objectif est donc économique et financier. Il n'est pas moins louable, mais il n'entre pas dans le jeu des débats bioéthiques. Et il me semble qu'il faudrait au moins avoir la clarté de le dire clairement pour faire en sorte que nos concitoyens comprennent bien les enjeux. Parce qu'en effet, je pense que ici, entre élus, représentants du peuple, entre experts que nous avons entendus, il y a un chaînon manquant, c'est justement le peuple. Je pense, et je crois que nous le pensons ensemble, que le peuple a le droit de dire, en ce qui concerne l'intime, le personnel, la conviction, il a le droit à un débat. Il n'a pas le droit d'entendre qu'on a décidé une nuit de juillet parce que la majorité avait changé et sans qu'il n'y ait d'autre procédure qu'une décision de cette majorité, qu'on avait changé des lois pour lesquelles il avait débattu. La démocratie, c'est justement de parler au peuple et ne pas se mettre dans la situation dans laquelle le dogmatisme prime sur la recherche de l'intérêt général. En fait, je voudrais vous rappeler, pour essayer d'apaiser les débats, si tant est qu'ils puissent l'être, il y a deux figures dans la Grèce antique qui représentent un humanisme fort. La première, c'est celle de Prométhée. Prométhée va conquérir le feu des dieux et la puissance, et il ramène aux hommes. Et les dieux, ou plutôt les Grecs, qui considèrent que l'arrogance doit être punie, l'attachent finalement à un rocher et son foie est dévoré par un vautour. Parce qu'il s'est pris pour un dieu. Et que la grandeur des hommes, c'est peut-être de se prendre pour des hommes. Il y a une autre image, c'est celle d'Ulysse. Et celle d'Ulysse, elle paraît plus intéressante parce qu'il y a un épisode que chacun connaît, c'est celui des sirènes. J'avais toujours été surpris, à la première lecture du texte, que Ulysse, sachant que le chant des sirènes allait entraîner son bateau, se fracasser sur les rochers, avait choisi finalement de mettre de la cire dans les oreilles de ses marins, mais de se faire attacher au mât par des liens, et par des liens humains, en écoutant les sirènes. Et en disant, si je vous demande de me détacher, eh bien je vous demande de resserrer plus fort encore les liens. Cela veut dire que l'homme, et l'homme scientifique et en bioéthique, doit avoir une réflexion qui ne s'empêche pas de savoir
mais qui s'empêche de faire. Un homme, ça s'empêche, disait le père de Camus. Un homme, ça s'empêche, et Camus dit d'ailleurs au sujet de ce texte d'Homère, qu'il serait intéressant d'avoir la fierté de nos limites et non pas la recherche de la divinité. Et en opposant ainsi sa forme humaine, sa forme de fragilité, sa forme justement de vulnérabilité qui y est son humanité, eh bien Ulysse et Camus nous rappellent qu'un homme, ça s'empêche, surtout quand il décide sur les lois bioéthiques. Merci, Monsieur Leonetti.